11 avril 2007, en début de soirée, dans ce quartier tranquille de Dole, dans le Jura, un voisin découvre, dans le salon de son pavillon, le corps sans vie de Robert Simonet. La victime est un vieil homme de 86 ans. La scène est insoutenable. De larges traînées de sang maculent les murs et le sol, traversant le plancher pour s'écouler dans la cave. J'ai voulu appeler mon père. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois et ça ne répondait pas, ça ne répondait toujours pas. Et au bout d'une heure, vers les 20h, 20h30, je ne me rappelle plus quelle heure il était, il y avait un monsieur donc, qui s'appelle Monsieur Muot, le voisin de mes parents, qui est allé donc voir à la maison ce qui se passait. Et c'est lui qui m'a dit que mon père était dans le salon, couvert de sang. Les médecins légistes dénombrent 106 lésions, toutes groupées sur la partie supérieure du corps. Le côté gauche du visage a été martelé, rendant la victime méconnaissable. À côté du cadavre, les policiers découvrent le manche brisé et couvert de sang d'un outil. Ils notent aussi des traces de sang allant jusqu'au portail de la maison, preuve que l'agresseur s'est lui-même blessé. 48 heures plus tard, sur le lit d'hôpital où elle est soignée pour de profondes blessures aux mains, les policiers recueillent les aveux de la belle-fille de Robert Simonet. Elle se nomme Brigitte Korn, elle a 51 ans. C'est une femme sans histoire, épouse fidèle et discrète et mère de 3 enfants. Détenue durant 8 mois à la maison d'arrêt de Dijon, elle est remise en liberté en décembre 2007. 5 mois plus tard, elle prépare, avec ses avocats, son procès. Alors, donc c'est demain? Oui, c'est demain. J'imagine que vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, d'appréhension. Je suis très oppressée, oui. De l'appréhension, exactement, oui. J'essaie de souffler un peu, mais j'ai du mal. Bon. Demain et après-demain seront les plus mauvais jours de votre existence. Oui, je veux bien le croire, oui. Les plus durs. Au-delà de ce que vous imaginez. Parce que vous êtes désignée comme celle qui a donné la mort à un homme. Vous serez sujette à questions, à interpellations, et d'autant plus que vous êtes une femme. Ah bon? Par conséquent, Madame Simonet, demain et après-demain, soyez vous-même, en comprenant que les gens qui vont vous juger, ce sont des gens comme vous. Plus vous serez dans la société humaine, sans ficelle, sans posture, sans tricherie, et mieux vous serez comprise. Okay. Je dois, Madame Simonet, vous dire également une chose très importante. Il faut que vous intégriez l'idée que vendredi soir, oui, je sais ce que vous vous allez serez me dire. immédiatement incarcéré. Je sais. Vous êtes prête? La valise sera faite, oui. Et comme vous voulez accepter la peine qui sera prononcée contre vous, sauf si elle était d'une criante injustice, vous serez incarcéré le temps que la cour d'assises le décidera. Le décidera, exactement. Le procès de Brigitte Korn Simonet s'ouvre le 29 mai 2008 devant la cour d'assises du Jura, siégeant à Lons-le-Saunier. L'audience est prévue sur 2 journées. Fait plutôt inhabituel, les témoins convoqués ne sont qu'au nombre de 6, dont le père de l'accusé, son mari, son fils et ses 2 filles. Brigitte Korn est accompagnée de son mari, Gérard Simonet. Non seulement celui-ci ne s'est pas constitué partie civile contre son épouse, mais le couple vit toujours ensemble. Gérard Simonet a non seulement pardonné à son épouse, mais il la soutient depuis le premier jour. Il entretenait pourtant d'excellentes relations avec son père.
Brigitte Korn s'est préparée depuis des mois à ce procès qui va bouleverser le cours de sa vie. Massés sur les premiers rangs du public, tous les membres de la famille sont présents, dont les 2 filles de l'accusé, Estelle et Élodie. Brigitte Korn est poursuivie pour homicide volontaire sur personne vulnérable. Elle encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. L'accusation sera soutenue par l'avocat général François Schneider. C'est le procureur de la République de Dole. Brigitte Korn est défendue par 2 avocats, un pénaliste chevronné, maître Patrick Usan, et son associé, maître Marjorie Weyermann. Tout le monde éteindrait son portable, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Les débats seront dirigés par le président Jean-Claude Picard. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. La première matinée d'audience va être consacrée à l'audition de l'accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Ce 11 avril 2007, Brigitte Korn est seule à Dole avec son fils Lilian, âgé de 15 ans. Après avoir déjeuné, Brigitte et Lilian se séparent à 14 h. L'adolescent va à la fête foraine où des copains l'attendent. Sa mère se rend chez son beau-père, un trajet de quelques minutes en voiture. Le vieil homme attend sa belle-fille pour lui remettre une liste de courses. Je suis arrivée chez lui, il m'a montré sa liste. Et puis, il s'est approché de moi, et comme il l'avait fait précédemment, il m'a caressé. Puis il m'a dit, pour Estelle et pour Élodie, mes 2 filles. Parce qu'il parlait de mes filles en même temps. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi... Comme on dit, j'ai pété les plombs. Selon son récit, Brigitte Korn s'empare d'un vase en cristal et porte au vieil homme 2 violents coups sur la tête. Robert Simonet s'effondre à terre, le visage en sang. Curieusement, au lieu de s'enfuir, Brigitte descend à la cave par un escalier intérieur, saisit un marteau et remonte au salon. Robert Simonet est toujours à terre. Elle s'agenouille et lui porte au visage plusieurs dizaines de coups de marteau dont le manche finit par se briser. Le manche a cassé, j'ai eu la main broyée. Je suis revenue là, j'ai tout rangé, j'étais pas moi-même, j'étais comme une automate. J'ai cru que je vivais un cauchemar. De retour chez elle, Brigitte Korn dissimule maladroitement dans le garage le paquet contenant la tête du marteau et le vase en cristal. Elle se déshabille, met ses vêtements maculés de sang dans la machine à laver et prend une douche. À 16 h, Lilian téléphone à sa mère pour qu'elle vienne le chercher en voiture au centre-ville, ce qu'elle fera une demi-heure plus tard. Sur le trajet de retour, mère et fils n'échangent pas un mot. Mais surtout, bizarrement, Lilian ne remarque à aucun moment que les mains de sa mère sur le volant sont enveloppées de papier essuie-tout destiné à empêcher le sang de s'écouler de ses blessures. À peine arrivée, Brigitte Korn fait mine de s'ouvrir les paumes des mains en glissant de l'escalier. Elle appelle son père, qui la conduit aux urgences de l'hôpital, où elle est admise à 17 h 40. Il a attendu avec moi, ils m'ont ausculté. J'entendais bien le chirurgien qui s'étonnait des plaies que j'avais. C'était incompréhensible. Et le lendemain, évidemment, dans la chambre, les policiers sont arrivés. L'enquête a été rondement menée. Les policiers ont découvert que Brigitte Korn avait été la dernière personne à avoir vu son beau-père vivant. Ils ont également appris que ses blessures ne pouvaient pas correspondre à une simple chute et ils ont trouvé le paquet contenant le vase et le manche du marteau. Interrogée sur son lit d'hôpital, Brigitte Korn passe aux aveux, tandis qu'au commissariat, son mari et son fils sont remis en liberté après une courte garde à vue. Quelques heures plus tard, Brigitte Korn est écrouée. Jurés et magistrats ont été glacés par le récit détaillé du crime. Ils sont aussi totalement déroutés
par le décalage apparemment incompréhensible entre la sauvagerie du drame et l'aspect paisible, presque timide de l'accusé. Et déjà se profile l'une des clés du procès. Est-il possible, et si oui, pourquoi, qu'une Madame Tout-le-Monde puisse devenir, en une fraction de seconde, une tueuse psychopathe? Les gestes d'attouchement prêtés à Robert Simonet peuvent-ils en être la seule explication? Toute la difficulté majeure du procès est d'expliquer comment une mère de famille qui n'a jamais fait de mal à personne, qui n'a eu comme guide de vie que d'élever ses enfants et de servir, dans l'acceptation noble du terme, son mari, a pu se comporter en quelques minutes comme un redoutable tueur. Cette question, la Cour et le jury vont en chercher la réponse en examinant la vie et la personnalité de Brigitte Korn. L'accusé va devoir notamment s'expliquer sur ses relations avec son beau-père. Je pense que vous allez avoir la parole cet après-midi. Oui. Si votre famille vous gêne au moment où vous allez parler de votre beau-père, je peux les faire sortir. Non, non, c'est bon. Ils sont venus là pour comprendre, donc. Voilà. Qui reste là. Mais je vous le redis, si vous avez besoin que votre famille sorte pour, au moment de votre témoignage, Oui. je peux faire ça. Vous pouvez même avoir un huis clos. Ah oui, ok, d'accord. Hein? Non, oui, je vous le dirai. En face, du côté de l'accusation, l'avocat général n'a guère semblé convaincu par les explications de Brigitte Korn. La Cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Brigitte Korn est née à Dole, où elle a grandi avec son frère et ses sœurs. Ses proches évoquent une petite fille calme, posée et avenante, puis une adolescente coquette mais discrète. Ses parents tenaient en face de la gare un tabac-hôtel-restaurant. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, pour moi, notre Fifi, elle était comme ses sœurs. Oui. Elle était tout à fait normale. Ah oui, avec Elle les s'amusait autres, avec les autres. Elle, avec ses frères et sœurs, elle allait à était- l'école. Elle a très bien poursuivi sa scolarité. Après, elle a travaillé juste en face, là, au Mont-Jura. C'est vrai qu'on ne peut pas dire quelque chose de plus que pour les autres. En 1973, au bar de ses parents, Brigitte fait la connaissance de Gérard Simonet. Le jeune homme est agent SNCF. Il travaille à la gare en face de l'hôtel. Les deux jeunes gens se fréquentent quelque temps, puis se marient en 1975. Brigitte a 20 ans, elle est amoureuse, elle est heureuse. C'est encore le temps de l'insouciance avant que n'apparaissent les premières failles. Au début de mon mariage, j'étais très, très possessive et très jalouse. Donc j'ennuyais beaucoup mon mari, qui a réagi d'une façon inacceptable, un peu brutale. Donc ça ne s'est pas toujours très bien passé dans notre couple. Mais c'était peut-être maladif. À ce point-là, c'était peut-être maladif. Durant près de 20 ans, le couple va déménager au gré des mutations de Gérard Simonet. À Digoin, Brigitte est hôtesse d'accueil à l'agence locale de l'ANPE. Le couple donne naissance à Estelle en 1977, puis à Élodie en 1980. Brigitte se consacre avec passion à ses enfants. Alors là, Une mère extraordinaire. une mère Je gâteau. vous dis jamais. Je l'ai vu donner une petite fessée, jamais crier. Non. Non, il aurait même fallu peut-être qu'elle... Oui, je pense que moi, à mon avis, elle n'était même pas assez sévère. Hein. Ah oui. Puis alors, le dernier Surtout, fils... surtout pour le dernier. Le dernier fils, c'est son Alors là, le idole, dernier, c'est- il faisait ce qu'il voulait. Hein. J'ai jamais entendu ma sœur élever la voix, jamais vu frapper, même une gifle, une claque sur les fesses à Estelle, Élodie et Lilian par la suite. Enfin, c'est inimaginable. Mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là qui gardent tout en eux et qui sont après susceptibles de violences extrêmes comme ça? En 82,
la famille Simonet se rapproche du Jura en s'installant à Lons-le-Saunier durant 2 ans. Puis Gérard est muté à Poligny, où tous les membres de la famille sont logés au premier étage de la gare. Brigitte travaille à l'école maternelle du village. Sa vie s'installe dans la routine, la grisaille et une certaine lassitude. C'était une bonne mère, votre mère, pour vous? Une maman comme je voudrais être. Voilà. Un modèle de maman. Tout simplement. D'ailleurs, les enfants étaient toujours attirés à la maison parce qu'il y avait maman et papa. Mais je pense que pour mes filles, il y avait encore beaucoup, peut-être plus maman. Parce que moi, je suis assez impulsif, je leur dis ce que je pense. Quand ça va pas, je leur dis. Ma femme, même quand ça va pas, elle leur dit pas. C'est toujours bien. Elle était toujours d'accord avec ce que mes filles disaient. Elle vivait que d'amour, ma femme. Que d'amour. C'était l'amour pour la famille. C'était que de l'amour. Elle était amour. C'est bon. Oui, ça va. En 1994, elle arrête de travailler. Elle aimait travailler. Et elle arrête pour se consacrer donc à ses enfants. Et elle est contente de s'occuper de ses enfants. Mais son mari, qui est plutôt égoïste, qui pense beaucoup à lui, eh bien, la considère plus comme une femme, tout simplement comme une bonne à tout faire. Et à partir de là, eh bien, la dénigre très souvent. Et elle, au lieu de, peut-être si dès le début, elle avait un peu réagi, les choses n'auraient pas pris ce chemin, mais comme elle ne dit rien, comme elle ne pense qu'aux autres, elle se plie en 4 pour son mari, pour ses enfants, eh bien, finalement, elle n'est plus considérée en tant que Brigitte Simonet, mais tout simplement en tant que mère, que bonne. Mon mari a besoin de beaucoup de monde, d'être entouré tout le temps. C'est peut-être, vu que fils unique, il a besoin maintenant d'avoir beaucoup de monde. Donc on avait des amis qui venaient boire l'apéritif. Le soir, on casse une omelette. Jusqu'à des 23 heures, j'étais là à servir les copains. Et mon mari ne me demandait pas si ça me faisait plaisir, si j'avais envie, surtout. Et lui restait assis et moi, je m'en occupais. En 1994, la famille Simonet rentre à Dole. Pour Brigitte, c'est un tournant décisif. Lilian a 3 ans, les 2 filles sont adolescentes, elle décide d'arrêter de travailler. Mais isolée à la maison, mobilisée par les seules besognes domestiques et dédaignée par un mari maladroit, Brigitte Korn déprime. Devenue contrôleur de TGV, son mari a tenu à se rapprocher de son père Robert, qui vient de perdre son épouse. Afin d'aider la famille à se réinstaller à Dole, celui-ci fait don à son fils Gérard de la maison familiale. Quand mon beau-père s'est trouvé tout seul, mon mari a demandé sa mutation sur Dole pour se rapprocher de lui. Et là, il a été très, très présent. Pendant les travaux, trop. C'était sa maison. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Vous faites ci, vous faites ça. À chaque fois qu'on venait, il était là. Trop présent. Pendant les travaux, il n'y en avait qu'un qui commandait. On lui a jamais demandé son avis. Monsieur Simonet. Pour que ce soit n'importe quoi. Oui, mon gendre, il est gentil. On ne peut pas dire. Mais il lui faut quelqu'un derrière. Oui. Alors c'était pour son le papa. stimuler, alors c'était le papa. Il avait besoin de moi et moi j'avais aussi besoin de lui. D'ailleurs, il nous a donné la maison pour qu'on se rapproche de lui. Et le fait qu'on soit rapproché de lui, j'étais obligé, moi, de m'en occuper beaucoup. C'était un devoir pour moi de m'en occuper. Et peut-être que c'est ça qui a détruit notre vie. Au cours des dernières années, Robert Simonet, seul, malade, aigri, s'impose auprès de ses seuls proches, son fils unique Gérard et sa belle-fille. Au point de téléphoner nuit et jour, de réclamer l'aide de l'un ou de l'autre et de s'inviter à leur table très régulièrement. Il n'a jamais élevé la voix devant nous à M. Simonet. C'était toujours... oui, Non. Ou alors... Moi, je l'admirais même, vous savez, d'avoir tout le temps cet homme. Moi, je l'admirais. Je disais vraiment, bon, c'est vrai que pour avoir tout le temps
Il avait le chic aussi qui se plaignait souvent, hein, lui. Hein, ouais. Hein. Alors, attendez, son fils, oui. Ah, ben c'est comme les vieux, qu'est-ce que tu veux? Ben, les oui. vieux, ça se plaint tout le temps. On plaint. essaie de pas faire pareil. Moi, je me rappelle toujours de repas de famille où il était toujours là à donner son avis, jamais d'accord avec ce qu'il faisait, enfin jamais d'accord sur rien en fait. Et c'est vrai qu'il s'immisçait beaucoup dans leur vie, mais bon, aussi par le biais de mon beau-frère, quoi, Gérard. Bon, s'occuper de son père, on ne peut pas lui en vouloir, mais au prix de sa vie de couple, peut-être, quoi. Il y a des moments où il faut faire attention. C'est sûr que c'était un vieil homme malade, mais bon. Au moment de sa disparition, Robert Simonet était atteint d'un cancer généralisé. Il souffrait, il avait beaucoup maigri et il avait très peur de mourir. Puis dis que quand tu t'es aperçu les derniers temps, quand on allait manger avec eux, qu'il était vraiment... Oh là là, coléreux, puis on ne pouvait rien dire. Hein. Ça, il s'emportait pour un oui, pour un non. Mais c'est pas une question de sa maladie, hein. C'était avant, hein. Ouais. Bien avant. Ouais. Ah, il était comme ça, quoi. Alors, son fils était un peu pareil. Alors, ça finissait... Alors, il disait, arrêtez-vous, on va s'en aller. Vous voyez, c'était vraiment le... C'était un homme assez bileux, très bileux. Il se faisait du souci pour tout. Il aimait bien que ça aille bien, il avait peur qu'on n'y arrive pas, l'éducation de notre fils. Il était toujours anxieux, très anxieux. Mon père était un homme anxieux. Dans la famille, pas une seule note discordante. Personne ne prend la défense de Robert Simonet. L'accusation y voit une connivence, une manœuvre destinée à tenter de sauver Brigitte Korn. Soyons très clairs, qu'on rejette la faute sur ce vieil homme malade. Ça arrange tout le monde. Il semble que le vieil homme n'était apprécié qu'en dehors de sa famille directe. Il n'était pas apprécié pour des raisons diverses que je ne connais pas. Je ne suis pas dans l'intimité de cette famille. Et je crois fondamentalement que ça arrange tout le monde. Côté défense, on s'inquiète de l'attitude de l'accusé dans le box. Elle apparaît trop réservée, trop sur la défensive. Oui, il est gentil, le président. Les blasés. Bibi. Essayez d'être naturel et de dire les choses telles que vous les avez vécues. Ben, pour moi, j'étais naturelle. Non, vous avez été très mauvaise. Ouais. Je suis stressée, je suis mal, donc... Eh bien, faites-leur comprendre que vous êtes stressé, que vous êtes mal, que c'est difficile, que tout le monde vous emmerde, que vous souffrez. Dites-leur, sortez le truc, mais soyez naturel. Et non pas sur la défensive, parce que quand vous êtes sur la défensive ici, c'est suspect. Et tout ce qui est suspect, c'est plus près d'une condamnation lourde que d'une bienveillance. Je vais essayer de m'améliorer. Il y a des enjeux. Hein. Oui, bon, je sais. Et expliquez bien demain que ça s'est effectivement passé progressivement. Quand vous avez arrêté de travailler, votre mari a commencé à plus vous regarder comme une femme et comme une bonne à tout faire, comme vous avez dit, que petit à petit vous avez commencé à vous sentir mal, la ménopause arrivant, les kilos en trop, c'était de pire en pire, et hop, ces attouchements sexuels, c'était... Voilà, effectivement, ça arrive sur un terrain déjà fragile, ça faisait longtemps que vous n'alliez pas bien. Et donc vous êtes enfoncé petit à petit. C'est cette progression aussi qui explique que ces agressions, elles sont arrivées à un moment où vous étiez déjà tellement mal que vous étiez totalement incapable de gérer ça. Ok. Allez. Dans les années qui précèdent le drame, Brigitte Korn s'étiole. Elle, si soucieuse de son apparence, supporte mal les kilos en trop. Elle ne se plaît plus. Les psychiatres évoquent une image dévalorisée d'elle-même et parlent d'un état anxio-dépressif. Ils lui prescrivent des tranquillisants. J'étais, on peut dire, en dépression. En dépression. Il y avait beaucoup de petits soucis, de gros soucis. Je vous dis, la douleur, la ménopause, qui me faisait du mal psychologiquement et physiquement. En plus, j'étais mal dans ma tête, tout allait mal.
Brigitte supporte de plus en plus mal les fréquentes disputes entre son mari, son fils et son beau-père. Elle souffre aussi des reproches quotidiens de Gérard et de ses menaces de séparation. Mon mari m'aime, mais à sa façon, dit-elle pudiquement à la cour. Je ressassais les scènes que j'avais eues avec mon mari. Ça revenait tout le temps. C'était tout le temps dans ma tête. Je pensais même, les derniers temps, prendre un appartement avec mon fils, trouver un petit travail et prendre un appartement. Mais je ne le faisais pas pour l'équilibre de mon fils. C'est vrai qu'on a été élevés comme ça. Bon, mes parents nous ont très très bien élevés, grand Dieu. Mais prête, oui, à cacher sa peine, à cacher son mal-être, une vie de couple qui va plus ou moins bien, ne pas en parler. On doit rester marié, on ne doit pas divorcer, on ne doit pas... voilà, et puis dire toujours oui, toujours jamais aller contre un avis. Enfin voilà, elle voulait rendre les gens heureux et ne pas dire quoi que ce soit qui puisse les blesser en fait. Au cours de sa vie, Brigitte Korn a toujours subi, sans vraiment réagir. Il en va de même à l'audience. Ses avocats craignent que les jurés lui en tiennent rigueur. Aujourd'hui, vous leur avez rien dit, pas un élément. Ils repartent en se demandant comment vous avez pu faire ça. Mais il faut qu'ils aient des réponses avant demain soir. Pour moi, je suis claire. Pour moi, je suis claire. C'est vous qui avez l'essentiel de la solution dans la bouche, dans la tête et dans les yeux. Hein. On ne peut pas vous le dire sur un autre ton. L'assesseur, c'est autorisé à vous le dire. Elle n'aurait pas dû vous le dire. C'est un appel du pied. Ok, d'accord. Écoutez, je vais essayer d'y réfléchir. Bah écoutez, essayez, vous avez intérêt à réussir parce que... Je ne peux pas parler à votre place. Hein. Non, mais je sais bien. À l'issue de cette première journée d'audience, jurés et magistrats ont beaucoup de mal à cerner la personnalité de Brigitte Korn. Rien dans la banalité de sa vie et de son caractère ne semble pouvoir expliquer le geste criminel qui lui est reproché et qu'elle assume sans faillir. Les explications de Brigitte Korn ne suffisent pas à rendre compte de la violence des gestes meurtriers. Aux yeux des jurés, il manque dans ce puzzle une pièce essentielle. Cette seconde journée sera cruciale. Le verdict doit être prononcé ce soir. Je vais rentrer 2 secondes, mais je vais faire la... Malgré des traits tirés et une nuit sans sommeil, Brigitte Korn semble déterminée à adopter face à la cour qui la juge une attitude plus combative. La veille au soir, elle s'est entretenue avec la psychologue qui la suit depuis le drame. Cette conversation l'a convaincue de se libérer du carcan de réserve qui la paralyse. Je vais vraiment arriver à vous livrer. Rappelez-vous qu'ils ne jugent pas ce que vous avez fait le 11 avril 2007. Ils vous jugent, vous, madame Simonet. Hier, c'était pas moi. Parlez en toute sincérité et les mots ils vont venir tout seuls. Cherchez pas. La Cour va aborder ce matin un point essentiel du dossier, celui du mobile. Dès le début, Brigitte Korn a mis en avant les attouchements dont elle affirme avoir été victime de la part de son beau-père. Pour Gérard Simonet, cela a été un véritable électrochoc. L'avocat général François Schneider attendait ce moment du procès. Pour lui, ce sera un tournant capital. Selon Brigitte Korn, les attouchements ont commencé 1 an avant le drame. C'était un midi, on était à la cuisine et puis mon mari
Après manger, il va souvent dehors. Et puis, je sais pas, j'ai été choquée. Je suis restée... Mon fils était en haut, évidemment, sur l'ordinateur. Donc je n'ai pas voulu l'alerter. Je n'ai rien dit. J'étais vraiment choquée. Il m'a dit, si vous le dites, je le dis à Gérard, mon mari. Et comme mon mari est très impulsif, j'ai eu peur de sa réaction et que ma famille, mes enfants, soient choqués. Donc je n'ai rien dit. Je n'ai rien voulu dire. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas trouver meilleure personne pour faire ce genre de choses, quoi. Ma sœur. Eh ben oui, Gérard souvent absent, il l'appelle, il en profite qu'il ne soit pas là pour l'appeler, pour la faire venir. Forcément, après, on se dit, oui, il n'y avait pas meilleure victime, entre guillemets, que ma sœur Brigitte, ça c'était sûr. Et il savait très bien qu'elle n'allait pas parler, il le savait. Au fond de lui-même, il le savait très bien. Mais je dis, pourquoi tu t'es pas confiée à tes filles, sans parler de moi, hein, mais on était proches, mais à un moment, on dit bien des choses. Hein. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'elle me parle. Hein. Mais elle dit, je ne pouvais pas le dire, ni à mes filles, ni à mon mari. Pour la famille. Pas à mon mari, à cause de la famille. J'aurais pas voulu qu'il se brouille avec son père. Et puis, il aurait été raconté à toute la ville ce qui se passe. Et ça, c'est vrai. Mon Dieu, pourquoi elle a rien dit? Pourquoi? Les scènes d'attouchement se seraient répétées de 15 à 20 reprises, principalement au domicile du vieil homme. Brigitte Korn n'en dira rien à personne. C'est quelqu'un qui encaisse finalement tout le temps jusque-là. Même lorsque, devant des amis, il peut avoir des remarques un peu humiliantes, elle ne dit rien. Elle encaisse, elle ne dit pas un mot. Et ensuite, on va voir que vis-à-vis des approches sexuelles ou des attouchements du beau-père, elle aura dans un premier temps le même type d'absence de réaction, si je puis dire. C'est-à-dire... d'une part, peut-être ne pas réagir, mais surtout n'en pas parler. De ne pas avoir parlé instantanément, de ne pas avoir dénoncé le fait instantanément, ça l'a culpabilisée. Et le temps faisant, elle s'est résignée. Ça n'était plus une femme. C'était une chose qui subissait chaque fois que l'occasion se présentait ses gestes. Mais chaque fois, ces gestes la marquaient profondément, et de plus en plus profondément. Et elle s'est isolée, dans son silence, dans son recul. Et elle a exhumé toute sa douleur, elle a vomi tout son passé, tous ses silences qui se sont transformés en une fureur. Je me sentais humilié, sali. J'avais l'impression d'être traité comme une prostituée, dit Brigitte Korn à ses juges. Pourtant, à aucun moment, elle n'ose repousser les assauts du vieil homme. J'essayais juste de le voir moins souvent, précise-t-elle. Interrogée une nouvelle fois sur le jour du crime, elle répète qu'elle a vu rouge. J'ai tapé, j'étais comme une folle. Brigitte Korn conclut, j'ai énormément de regrets. Je n'ai jamais voulu la mort de Robert. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était quand même vous? Oui, c'était quand même moi. Oui, c'était quand même moi, oui. Mais je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui est en vous et qui n'est sorti qu'une fois? C'est oui, compliqué. Hein? Oui, c'est très compliqué, oui. Mais les expertises sont là, donc ça va s'expliquer tout ça. Je pense que, à ce moment précis, le sujet est dans un passage à l'acte, donc il n'y a pas forcément une intention au départ, et je pense qu'il ne vise pas forcément que la victime. C'est-à-dire que c'est un moment où elle vit les approches sexuelles de son mari comme un harcèlement, et le harcèlement du beau-père auquel elle l'assimile par la voie du caractère, ils sont tous les deux égoïstes, ils sont et bien à ce moment-là, il va y avoir ce condensé là, et toute l'agressivité qu'elle a aussi contre le mari va se déchaîner, et il va y avoir vraiment ce cataclysme qui va apparaître, qui va se déchaîner à ce moment-là.
que j'ai fait ne me ressemble pas, que c'est moi. Le mot que j'emploie, c'est monstrueux. Pour moi, c'est monstrueux. Voilà, petit à petit mot comme ça. Oui. Tu sais, j'ai fait, c'est très grave. Oui, très bien. Je vais grandir mes petits-enfants. Voilà. Ok, vous allez manger un petit peu? J'ai pas très faim, mais il le faut. On va se retrouver en famille. Brigitte Korn a enfin trouvé les mots pour dire sa souffrance, son humiliation et sa colère. C'est le moment que choisit l'avocat général pour provoquer un coup de théâtre. Il s'efforce de démontrer que les agressions sexuelles n'ont jamais eu lieu. Je ne crois absolument pas à cette histoire d'agression sexuelle. Tout dans le dossier montre que ça n'est pas le cas, qu'il y a autre chose. L'état physique de M. Simonet ne lui permettait plus beaucoup de latitude à ce niveau-là. Il aurait été extrêmement facile à repousser. Madame Simonet n'est pas une toute jeune fille. Elle n'a pas 12 ans, elle a 50 ans, un peu plus. Et il est incompréhensible qu'un vieillard dans son état physique, puisque semble-t-il, les faits ont commencé, d'après elle, en tout cas au moment, à peu de choses près, où il a commencé à décliner énormément physiquement, dans son état, c'était impossible qu'elle puisse se laisser faire. Monsieur l'avocat général a indiqué clairement qu'il doutait de la réalité des agressions sexuelles qu'elle avait endurées et subies. Néanmoins, l'expert psychologue et l'expert psychiatre qui se sont penchés sur elle disent qu'elle n'a pas de tendance à la fabulation. Ça n'est pas la première fois que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, que ces agressions sexuelles se passent à l'insu de tout autre témoignage. Et c'est pour ça que je pense que l'attitude de l'avocat général m'apparaît dénuée de fair-play en indiquant qu'il doute de la réalité de ces agressions sexuelles. Inventer, enfin, des attouchements, enfin, non, pas pour nous. Pour nous, c'est impossible qu'elle ait pu inventer ça. C'est impossible. C'est sûr que l'avocat général pensait qu'elle aurait pu mentir, forcément. C'était sa parole, elle était contre tout le monde. Enfin, il n'y avait personne pour corroborer ce genre de témoignage, quoi. Mais bon, c'est impossible qu'elle ait menti. L'audience va reprendre sur ce rebondissement inattendu. Un rebondissement qui complique le dossier plus qu'il ne l'éclaire, puisqu'il écarterait le mobile revendiqué par une meurtrière qui s'accuse. Pour tenter de trancher le débat entre accusation et défense, la Cour va entendre les deux filles de l'accusé. Si la plus jeune, Élodie, n'a pas de mauvais souvenirs de son grand-père, Estelle se souvient de regards équivoques et de gestes furtifs. Et avec Estelle, ma grande fille, qui a 30 ans, je me rappelle, quand elle était adolescente, il la touchait. Il avait des attouchements, il la touchait, vous voyez. Et ça me plaisait pas trop. Mais j'en ai pas fait allusion, quoi. Pour moi, c'était un papy qui riait avec sa petite fille. Il a été fait état par la famille à plusieurs reprises de prétendus comportements pervers. Cette soignante qui le soignait, qui s'en occupait au quotidien, ont toujours noté au contraire qu'il était extrêmement pudique, extrêmement attentionné. C'était quelqu'un de très gentil et il nous a été décrit comme quelqu'un de caractériel, violent, avare et obsédé sexuel. Parce que tout le dossier montre que ça n'est absolument pas ça. On a pu tous connaître des personnes âgées qui sont très agréables avec le personnel d'une maison de retraite et qui sont tyranniques avec leurs propres enfants. Et effectivement, il est décrit d'un côté comme plutôt aimable, aimant plaisanter, et de l'autre comme très autoritaire. Il voulait toujours avoir raison, il critiquait tout le monde. Donc c'est vraiment deux caractères très opposés. Et on a effectivement aussi deux personnalités sur ce rapport à la sexualité. D'un côté très pudique, jamais un geste déplacé, et de l'autre quelqu'un qui aime bien plaisanter sur la sexualité, qui a des gestes parfois qui peuvent choquer sur ces petites filles. En l'absence d'autres éléments ou témoignages plus précis, la Cour et les jurés devront se décider sur la base des seuls témoignages familiaux. De quoi? J'ai dit, c'était dur de le faire, moi je vais le faire aussi. Ça
savent très bien qu'ici, on est là pour maman. Pour maman, je veux dire, papy, c'est malheureux, mais aujourd'hui... Mais là, aujourd'hui, vous êtes là pour votre maman. Je suis là pour maman, quoi. Le grand-père serait décédé de mort naturelle, bon, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait. Bon, c'est sûr que quand elles l'ont appris, bon, elles étaient complètement chagrinées. On pleurait tous mon père, évidemment. Et puis après, bon, c'est toujours après, c'était le cauchemar, c'est le cauchemar. sûr. Et après, quand tu apprends ce qu'il a fait, tu te dis, mais finalement, bon, tu en veux. Ben bien sûr, Voilà, les gens lui en veulent. C'est de Les l'irrespect gens lui pour en notre veulent. famille. Parce que c'est lui finalement qui est l'auteur de tout du drame. On voit qu'aujourd'hui vous êtes plus disposé à parler, c'est déjà bien. À parler de moi. Et vos filles ont fait passer beaucoup d'émotions. Oui. Elles aussi, elles ont réussi à parler de vous. C'est vrai qu'Estelle, hier, elle me disait, quand j'entendais certaines choses, j'avais envie de me lever et puis de parler. Vous avez vu, elles ont eu du mal à parler. C'est normal, c'est très difficile. Mais elles ont réussi. Elles ont réussi à parler. Elles ont réussi aussi de parler de la victime. C'est important. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'est normal, c'est vous qu'on juge. Vous avez à vous expliquer ce qu'il vous a fait. Mais c'était important aussi qu'on se rappelle que c'était le grand-père de vos enfants. Évidemment. Et que c'est un drame en lui-même, ce décès. Et comme a dit le président, un drame, c'est rajouté au drame quand on a appris que c'était vous et qu'il y avait votre incarcération. Moi, j'ai jamais osé poser la question à mes filles. Est-ce que vous m'en voulez d'avoir supprimé votre grand-père, votre papy? J'aurais jamais posé la question. J'ai jamais osé. Dans l'esprit des jurés, des doutes subsistent. Le plus troublant concerne l'usage de deux armes différentes. Un élément qui avait fait penser aux premiers enquêteurs qu'il pouvait y avoir deux meurtriers. Il nous manque un maillon de la chaîne. C'est le fait de le frapper, puis ensuite d'aller chercher un outil plus adapté pour l'achever. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pour l'achever. Et ça, j'avoue que je ne comprends pas. Et là, j'ai aucune prétention, j'aurais beaucoup d'humilité là-dessus. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans sa tête. Je vous l'ai dit, ce dossier, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bon, on connaît le comment. Le pourquoi, j'avoue que je cherche encore et j'aurais bien aimé que l'audience nous l'amène, mais bon. Ce qui reste une énigme ne signifie pas qu'il y a un mensonge à dépister. C'est une énigme en ce sens qu'on n'arrive pas a priori à comprendre la prolongation de cet acte de violence. Encore que l'un des deux experts a proposé une explication en indiquant que la victime, qui n'était pas décédée sur le premier coup, parlait, criait encore, et qu'il fallait qu'elle efface cela de son environnement. Et c'est pour cela, sans doute, c'était sa proposition, qu'elle est allée chercher cette arme, qu'il a fallu du temps qu'elle remonte pour porter les derniers coups. Tous les témoins et experts ont été entendus. À l'approche du verdict, la tension monte parmi les proches de l'accusé. Votre femme dort en disant ça. Et tout, c'est comme les juges, soit le moins sévère possible. Hein? Bon. Allez. Réfléchis. Non, mais pour tes filles, sois courageux. Pour Lilia, tes filles, sois courageux. La vie de filles. Soyez forts et soyez dignes. Et tu sais que ça a divisé par deux ce qui s'arrête. Dans son réquisitoire, l'avocat général accuse le clan Corne-Simonet de dissimuler la vérité. Madame, vous mentez, je le sais. La raison, je ne la connaîtrai jamais, même si je la soupçonne, lance-t-il à l'accusé. François Schneider réclame une peine de 8 ans de prison. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement dangereux. Quelqu'un de fondamentalement dangereux, je serais allé beaucoup plus haut. On était dans des 20 ans, 30 ans de réclusion criminelle. Je sais qu'elle n'est pas fondamentalement dangereuse, mais je crois qu'il y a aussi une dimension de punition, une dimension rétributive, comme on dit en langage juridique, qui est importante. On ne peut pas accepter qu'un vieillard agonisant, parce qu'il était agonisant, soit massacré de cette façon et que finalement on dise bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai requis 8 ans d'emprisonnement. Non, tu vas prendre 8 ans. Tu vas prendre 8 ans. On va pas pouvoir vivre que sans toi. C'est dégueulasse. Au nom de la défense, Patrick Uzan réclame pour Brigitte Corne le bénéfice des plus larges circonstances atténuantes.
J'ai simplement demandé avec beaucoup d'humilité à la Cour et aux jurés de considérer que c'est un acte précis, dans des circonstances bien précises que l'on juge, une personnalité, et qu'une cour d'assises ne doit pas réduire l'accusé à son geste, mais prendre l'accusé dans la globalité de sa personnalité. La loi est toute la loi, c'est la personnalisation de la peine, prononcer une peine en fonction des circonstances du crime et en tenant compte de la personnalité de son auteur. La Cour et le jury se sont retirés pour délibérer. Brigitte Korn attendra le verdict dans la salle d'audience. Ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est gentil. Bon, on va voir. Ce qui m'importe, c'est ce qu'ils pensent eux. Hein? Les 3 magistrats et les 9 jurés, 7 femmes et 5 hommes, entament leur réflexion. Ils doivent répondre à 2 questions. Brigitte Korn est-elle coupable? Robert Simonet était-il une personne vulnérable? S'ils répondent oui, ils devront définir une peine, sachant que l'accusation n'a réclamé que 8 années d'emprisonnement. Le clan. Je te crois pas, Estelle n'a pas supporté. Dire que la famille était... J'étais fou. Que ta famille mentait, que toute ta famille... On avait des problèmes, qu'on avait des problèmes avec le sexe. C'est complètement débile, ça. On est tous des menteurs. Oui, on est tous des menteurs. J'espère qu'ils ne mettront pas les menottes. J'espère c'est probable. Tu crois? Oui. Oh, c'est plus dur, ça. Pourquoi j'ai l'habitude, mais enfin, de faire tout le monde. Non, je pense qu'ils vont te faire ça. C'est un sacré cas de conscience, juré. Ça doit être très dur. Ça doit être très dur. Le délibéré a duré 2 heures et 30 minutes. L'audience reprend pour la lecture du verdict. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délivré en commun. Pour la question numéro 1, la réponse est oui, la majorité, et oui pour le non. La question numéro 2, la réponse est oui, la majorité, de 8 voix au moins. En conséquence, sans désemparer, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, condamne Brigitte Korn et Simonet à la peine de 6 ans d'emprisonnement. Madame Korn et Simonet, je vous avertis que vous disposez d'un délai de 10 jours francs pour la peine de cette décision. Passé ce délai, vous n'y serez plus recevable. L'audience est levée. Merci. Je suis courageuse. Pas d'appel, hein? Non, pas du tout. Non, Vous sortirez. Lui faire une bise. Ça fait Bon, ma chérie. Ça fait bien. Oh. Ça te fait un an. Ah, allez, courage. On reviendra tout le temps. J'emmènerai Maya. J'emmènerai Maya. Ah non. Je vais me reposer parce que j'ai besoin de décompresser. Ça fait un an. Mais bien sûr. Oh non. Parce que ça peut être perpète. Ça peut être perpète. Vu ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est qu'une année? Elle a déjà fait 5 minutes. Vous souhaitez sortir pour... Oui. On peut aller dehors. La Cour d'assises du Jura a condamné Brigitte Korn à la peine de 6 années de prison. Ni la condamnée, ni le parquet général n'ont fait appel de la décision. Le verdict est définitif.
qu'avec les réductions de peine... Ce que j'ai déjà fait. Et je vais me ressourcer. Je vais me reposer. J'ai besoin de et ça dit, je suis heureuse parce que les surveillantes sont sympas. Vous connaissez, vous reprendrez sûrement votre poste à la bibliothèque. S'il est libre, oui. Non, je vous remercie. Embrasse Maître Uzo. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. Et vous Viendrez vous sortirez, voir. vous sortirez à Pise. Allez. Oui, Simonet. j'aurais fait ma peine. C'est normal. Venez me voir. C'est normal. Allez, au revoir. T'inquiète pas si on fait les visites au plus vite, mais je sais pas Non, comment on va falloir qu'on fasse? Faut qu'on retourne. Mais je vais m'en occuper. Hein? Donc voilà, on viendra. Moi, je te donne ta carte d'identité. Mais j'en ai pas besoin. Je peux pas avoir du papier. Viens avec toi. Tu veux des sous? Je te redonne des sous. Moi, j'en ai assez. Non, non, t'en as pas assez. Non, t'en as pas assez. T'as ta valise? Elle est où?